ce que pense l'opinion. Ce n'est pas une indication des assises nationales. Les assises nationales ont voulu, à travers cette option, consolider une indication qui est utile au progrès de la démocratie. Si je vous comprends bien, Macky Sall n'a pas suivi les conclusions des assises nationales. Mais ce n'est pas une histoire de suivre les conclusions des assises nationales, puisque le président de la République est engagé, il l'a dit, et tout est en cours pour engager les concertations, la discussion avec les assises, pour donner un débouché à son engagement. Donc il n'y a pas de conflit entre le président Macky Sall et les assises nationales. Il devra le faire dans des termes très bien organisés, bien rationalisés. Ce n'est pas du tchou-tchopette comme on dit en Wolof, c'est une lecture globale, puisque l'esprit des assises, c'est trois choses. Oui. La consolidation de notre démocratie, la stabilité institutionnelle et l'épanouissement d'une citoyenneté active. On est en phase de ce point de vue-là. Pour avancer un peu, avec le cas Alioune Badara Cissé également. Mais là, vous êtes dans le domaine réservé du chef de l'État. Voyageait-il sans avertir le chef de l'État? Je ne peux pas vous le dire. C'est le domaine réservé du chef de l'État. Quand on est ministre des Affaires étrangères, on fait ce qu'on fait à l'international au nom et pour le compte de l'État sénégalais. On est envoyé par le chef de l'État. La question fondamentale, c'est deux responsables importants de l'Alliance pour la République, pratiquement membres fondateurs du parti. C'est le numéro 2. Hein? C'est deux bons camarades, quels que soient les caractères et les tempéraments des uns et des autres. Mais dans l'esprit, ce qu'il faut retenir, le président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, est un homme qui n'est pas lié par des contingences partisanes et subjectives. L'annonce qu'il a indiquée et qui est la seule utile à pister et à suivre, c'est qu'il y a une cohérence entre sa déclaration de dire que je mobilise l'ensemble des ressources du pays au service du projet de développement. Je ne suis pas enchaîné par des considérations partisanes quand l'intérêt du Sénégal est en jeu. Donc la patrie prime sur le parti est une idée qui se décline tous les jours. Mais vous êtes d'accord avec moi que qu'entre les deux hommes, les relations ne sont pas tellement fluides, hein? Chacun a son tempérament, chacun a son caractère. Et ça, c'est nous sommes dans le cadre d'organisation qui s'appelle soit le parti politique, où tout est structuré à partir des statuts du parti, avec des responsabilités imparties aux uns et aux autres, mais avec un homme qui est à la tête de ce parti. Si on vient dans l'espace de l'État, nous avons un président de la République qui a été élu au suffrage universel. C'est lui qui est comptable et qui rendra compte aux Sénégalais de ce qu'il aura fait du pouvoir, d'autant que sa conception du pouvoir est totalement différente d'une vision de jouissance du pouvoir. Pour le président de la République, le pouvoir, c'est rendre possible ce qui est souhaité par les Sénégalais. Et à ce titre, il prend les décisions dans cette seule et unique perspective. Même s'il est vrai qu'il faut tenir compte des équilibres de la coalition. J'entends les gens dire Benno Siggil Sénégal a été amputé. Mais Benno Siggil Sénégal n'a pas été amputé. Le départ de Mme Matassi Diallo, qui a fait un très bon travail, est compensé par M. Abdou Latif Coulibaly, qui est membre de la coalition Benno Siggil Sénégal. Voilà, donc il y a des choses que les gens disent. La question fondamentale, c'est de comprendre deux choses. La perspective de ce remaniement, c'est une recherche d'efficacité, d'efficience et de cohérence. Et l'opinion publique est en phase avec ces options-là. La deuxième chose, pour les hommes et femmes qui ont été sortis de ce gouvernement, il y a d'autres usages, d'autres emplois qui sont possibles. Et l'esprit dans lequel il faut se mettre, moi-même qui ai eu la responsabilité de lire la composition de ce gouvernement, il faut que je comprenne très bien qu'un jour viendra, et pas si loin, qu'on lira une liste de gouvernement et peut-être je n'en ferai pas partie. C'est la règle du jeu. Mais en tout cas, vraiment, avoir les choses également comme elles se déroulent, on sent nettement que les relations heurtées entre le numéro 1 de l'APR, en l'occurrence le chef de l'État, et son numéro 2, ont déteint sur le travail. Ça, il faut le reconnaître. Mais je ne sais pas, M. Alioune Badara Cissé est un éminent responsable de l'Alliance pour la République. Avec un caractère aussi. Il a sa personnalité, comme j'ai la mienne, comme d'autres ont la leur. Il avait même boudé, on s'en souvient, avant la présidentielle. Lors des législatives, il n'avait pas battu campagne, il a attendu la veille pour prendre son avion, aller se rendre à Saint-Louis pour voter. Alors ça, je ne peux pas l'attester. Non. Parce que je ne parle que de choses que je maîtrise. Oui, allez-y. Alioune Badara Cissé a été engagé
dans la campagne présidentielle, puisque c'était lui le porte-parole du candidat. Il a fait son travail de porte-parole, il a fait son travail de militant à la base dans sa localité Saint-Louis, et il a même été au-delà de ces zones. Je pense que la façon dont vous introduisez cette question ne me semble pas une très très bonne approche. Ce qui est en cause, quand une décision de cette importance est prise, les leçons qu'il faut en tirer, ce sont des leçons simples. Le président de la République n'est pas dans les logiques du jeu politicien et partisan. Ça également, les Sénégalais avaient besoin de sortir de ces logiques. On n'a jamais vu un remaniement ministériel avec des gens menacer le président de la République, brûler des drapeaux. Non, il prend les décisions. La deuxième chose, cet acte-là vient confirmer une autre indication que l'analyse des faits nous donne. L'un des problèmes les plus récurrents de la gouvernance au Sénégal a été emblématique à travers la notion de parti-État ou d'État-parti. Et avec l'élection du président Macky Sall, dans le contexte historique que vous connaissez, nous sommes définitivement sortis du parti-État, et c'est ça qu'il faut consolider. On est sorti du parti-État puisque vous avez quand même le loisir de constater avec moi que pour la première fois, nous avons un Premier ministre, un président de la République, un président de l'Assemblée nationale qui ne sont pas du même parti. Pour la première fois, nous avons un gouvernement dans lequel le parti présidentiel n'est pas majoritaire à lui seul. C'est la première fois que vous avez une Assemblée nationale dans laquelle le parti présidentiel n'est pas majoritaire à lui seul. Ça donne des indications que nous sommes en train de sortir du parti-État. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de soutenir et d'encourager le président de la République pour qu'il aille dans le sens de consolider cette sortie définitive du parti-État, des logiques partisanes et des querelles de positionnement et de poste. Et justement, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui en tant que peut-être frère de parti ou bien camarade de parti? Camarade. Je ne sais pas comment vous faites. On s'appelle camarade. L'appellation, c'est camarade de parti. Alors, aujourd'hui, Alioune Badara Cissé également, ce qui est écrit dans la presse, qu'il aurait donc discuté avec un trafiquant de drogue aussi, de nationalité sud-africaine, et que même à la veille de l'arrivée de François Hollande aussi, il aurait rencontré aussi des investisseurs pour donc le promettre donc vraiment de sauvegarder leurs intérêts et qu'en retour ils demanderaient quelque chose. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'entendre cela, vous, en tant que son camarade de parti? En tant que camarade de parti, je donne la réponse qu'on aurait donnée dans un prétoire. Je ne me fonde pas sur des accusations pour dénier à tout homme la présomption d'innocence. Donc, en termes clairs, je ne peux pas vous dire s'il est coupable de ces faits ou pas. La deuxième chose, la réponse que je vous donne, puisque je n'ai pas fait d'investigation sur cette question et je n'ai pas de source d'information claire, je n'ai pas fait d'investigation, je ne prends pas la parole sur cette question. Pouvez-vous nous dire également si Alioune Badara Cissé voyageait à l'insu même du président de la République? Je ne peux pas vous dire, puisque Alioune Badara Cissé gère le ministère des Affaires étrangères à son budget de voyage et de mission. Mais il me semble qu'en bonne république et en bonne pratique, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les affaires étrangères sont du domaine réservé du président de la République. Et je sais que Alioune Badara Cissé, le ministre Alioune Badara Cissé, est suffisamment intelligent pour donner les informations à qui de droit au bon moment. Alors ça, le principe en République, quand il s'agit particulièrement d'un ministère de souveraineté et de domaine réservé comme celui des affaires étrangères. Alors, y a-t-il un lien avec le départ de Maître Alioune Badara Cissé, avec la mise en garde même aussi du président de la République le jour de la Tabaski à ses collaborateurs, quand il disait que bon, donc quant au trafic d'influence, voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas destiné à X, Y ou Z. C'est un message qui est adressé à l'ensemble des collaborateurs du chef de l'État et par extension à l'ensemble des membres du gouvernement. Une des difficultés de l'ancienne époque ou de l'ancien régime, c'était cette notion de trafic d'influence et de liens très compliqués entre le monde politique et le monde de l'économie. Je pense que ces liens doivent être clarifiés. La rupture qui est souhaitée, qui est attendue et autour de laquelle nous travaillons, c'est justement de clarifier ce type de rapport, mais surtout d'éviter
qu'il y ait des Sénégalais, parce qu'ils sont en position de proximité ou dans le gouvernement ou dans une quelconque position, puissent exercer de leur influence. Il faut éviter les conflits d'intérêts. Et ce message est destiné à l'ensemble des collaborateurs. Restons toujours dans le discours du chef de l'État, sa déclaration, on va dire le jour de la Tabaski. Il disait qu'en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'y a plus d'argent au Sénégal. Bon, lui, il a tout simplement répondu que c'est l'argent sale qui ne circulait plus dans le pays. Excellente réponse, puisqu'elle correspond à notre contexte. Il y avait de l'argent sale qui circulait? Mais l'argent circule, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire, sur la période, comparée à celle de l'année dernière, les transferts des migrants en direction du Sénégal ont cru de plus de 9%. C'est une source de circulation monétaire dans notre pays. Les salaires ont été payés et même une enveloppe de 15 milliards a été distribuée aux fonctionnaires au titre des avances de la Tabaski. Donc l'argent circule. Au niveau des banques, les indicateurs que nous avons nous indiquent que les taux de crédit ont monté. Donc l'argent circule. Il est vrai qu'on ne voit plus peut-être des demandes d'autorisation sur des affaires immobilières. On ne sait pas d'où vient cet argent. Des affaires immobilières dont les transactions excèdent 200 millions. Peut-être qu'il y a un net recul ou pratiquement une stagnation au niveau des déclarations préalables ou des autorisations. Mais en termes de flux identifiés, de flux formels et réguliers, l'argent circule, irrigue l'économie. La mesure qu'il a prise justement avant cette déclaration, c'est de demander au ministre des Affaires, au ministre de l'Économie et des Finances et à l'ensemble des ministres qui gèrent l'économie du pays, il leur a donné des instructions fermes de dégonfler le stock de la dette intérieure pour irriguer davantage notre économie. Puisque un pays qui se respecte, une démocratie, fonctionne à travers des mécanismes de transparence, de bonne gouvernance. Alors pourquoi a-t-il parlé d'argent sale, cet argent sale? Où se trouve cet argent? Mais on ne sait pas, l'argent sale. Pourquoi tu parles d'argent sale aussi? Mais parce que le constat... Vous avez une idée de cet argent? Non, je n'ai pas, puisque moi je ne suis pas un blanchisseur. Voilà. Il y a des blanchisseurs au Sénégal? Ben, je ne sais pas. Moi, ce que je sais de la saleté ou de la propreté, c'est prendre une bonne douche et laver mes habits pour que ce soit propre. Alors pourquoi le chef de l'État a-t-il parlé d'argent sale? Parce qu'il y a de l'argent qui passe par des systèmes ou des réseaux d'économie souterraine. C'est un fléau mondial. C'est un fléau mondial. C'est un fléau mondial. Vous connaissez les canaux? Vous pouvez avoir de l'argent de la drogue, vous pouvez avoir de l'argent de la prostitution. Ce sont des sommes d'argent qui ne sont pas identifiées comme étant des sources régulières de financement de notre économie. Puisqu'ils échappent à toute fiscalité, c'est une origine douteuse. Non, il faut être sérieux. Une économie, elle s'appuie sur des mécanismes formels avec des sources et des financements identifiables et identifiés. Vous avez une idée un peu du montant de cet argent sale? Ben, j'en sais rien, mon cher ami. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, un ancien, un responsable, je dirais même du Forum civil, accusé l'ancien régime d'avoir fait transiter à l'extérieur plus de 400 milliards. Et vous-même, on s'en souvient, vous disiez aussi que l'ancien régime avait fait disparaître plusieurs milliards, raison pour laquelle vous avez lancé une campagne de rapatriement de ces fonds. Vous en êtes où? Mais ça suit son cours. Ce sont des affaires qui sont traitées par la justice. Et la justice, à travers la Cour de répression de l'enrichissement illicite ou à travers d'autres instances de notre organisation judiciaire, est en train de faire son travail comme à l'accoutumée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne définitivement que nous avons dans notre pays une magistrature respectable, respectée, qui ne peut pas être en conflit avec le chef de l'État, puisque lui-même étant le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc je voudrais rendre hommage aux magistrats du Sénégal qui sont en train de faire leur travail, quels que soient les pouvoirs en place, avec la déontologie qu'on leur connaît, la rigueur dans le traitement des affaires, la célérité requise et, comme on le sait, la magistrature est un pouvoir qui travaille loin du bruit et loin de la fureur. Voilà le pourquoi vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre Karim Wade. C'est pas nous, c'est la justice qui s'occupe de ces questions-là. Ouais, c'est la justice. Vous êtes la justice aussi, est vous indépendante. gérez le ministère de la justice aussi. Non, la justice est indépendante dans notre pays. Le gouvernement a une responsabilité au titre du ministère public, peut-être, à transmettre
des dossiers au titre de sa responsabilité gouvernementale. Le ministère public représente la société. Il faut qu'on comprenne bien. Le ministère public ne représente pas l'État, il représente la société. Mais si le ministère public n'était pas d'accord, c'est sûr et certain que ce mandat d'arrêt international ne serait pas lancé. Il a la charge de défendre les intérêts de la société, les valeurs et les principes qui fondent notre République. C'est comme ça que se passent les choses. On confond allègrement société et État. Les rôles et responsabilités entre l'appareil exécutif et le pouvoir judiciaire sont des rôles normés par notre Constitution et notre système législatif. Vous êtes convaincu que l'ancien régime a fait disparaître des fonds? Mais ça, c'est aux magistrats de nous dire. On trouve des traces, on peut trouver des éléments, on transmet. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu aussi des fonds rapatriés pour dire que bon, ça a été planqué dans telle banque aussi. Mais parce que vous savez, ce dispositif est un dispositif très précis. Il peut être long parfois, mais tout se fait au regard des obligations qui pèsent sur les États. Faire respecter les procédures en matière de droits de l'homme et droits de la défense. Et travailler dans un système d'investigation. Ce sont des dossiers qui procèdent de la façon suivante. Les structures de contrôle de l'État font leur travail d'abord, remettent un rapport qui consigne l'ensemble de leurs conclusions au chef de l'État, qui juge de l'opportunité de transmettre par le canal du ministère de la Justice. La justice a un autre rôle qui est différent de celui de l'inspection générale, puisqu'elle fait ses investigations, ses instructions, et elle statue sur la nécessité d'un procès ou la nécessité d'une autre modalité par laquelle la justice sera rendue. C'est du domaine de la justice. Nous nous efforçons, en tout cas, de donner à la justice les moyens de son action, de lui donner le respect qui lui est dû, même s'il y a eu un petit malentendu sur la question des fonds communs et autres. Je pense que la magistrature dans notre pays est une magistrature qui nous honore. Elle nous honore puisqu'elle fait son travail, elle est réputée et nous avons de bons magistrats dans son pays, notre pays, qui sont des hommes de valeur et de vertu. Restons toujours dans le domaine de la justice pour parler de l'affaire Cherbet Chouchoun. Avez-vous un détenu politique entre vos mains? Non, absolument pas. Vos détracteurs et un peu partout également, fidèles, proches de Cherbet Chouchoun, disent que vraiment c'est un détenu politique parce qu'ils ne voient pas la raison pour laquelle le Cher serait maintenu en prison. Mais la justice maintient dans les liens de la prévention ou de la détention tout citoyen sénégalais sur lequel pèsent des présomptions de crimes, de délits. C'est la justice qui définit. Est-ce qu'on maintient X, Y ou Z dans les liens de la prévention au regard de son intérêt à mettre à contribution tout homme ou toute femme par lequel ou laquelle la vérité peut se manifester? C'est du domaine de la justice. L'affaire en question n'est pas intervenue au cours d'activités politiques. Ce sont des actes qui arrivent tous les jours. On lit dans la presse des histoires de meurtres, d'assassinats, de viols, de corruption. Ce sont des affaires de justice ordinaire. Il est vrai aussi assez particulier, sa situation, et puis il avait soutenu Abdoulaye Wade, juste pour vous laisser continuer. Mais ce n'est pas une histoire de soutenir Abdoulaye Wade. Soutenir Abdoulaye Wade, c'est une question qui est dépassée. Ça n'a servi à rien de soutenir Abdoulaye Wade puisqu'il a perdu. C'est une question qui est dépassée. Non. Le président de la République l'a indiqué. Notre attitude depuis que nous sommes au pouvoir est une attitude dont on peut déduire une chose. Nous ne sommes pas dans une logique de vengeance contre qui que ce soit, de chasse aux sorcières. Nous ne sommes préoccupés que par une chose, mobiliser l'ensemble des ressources du pays, et nous ne sommes tendus que vers une seule direction, aider nos compatriotes à améliorer leur quotidien. Cherbet, qui n'est pas jugé, également maintenu en prison, on l'a transféré de Thiès à Dakar, ses talibés, ses proches n'ont pas compris aussi, alors que bon, ils disent que, par exemple, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, automatiquement Barthélémy Diaz a été libéré. Mais pour l'affaire Cherbet Chouchoun, mais l'instruction n'est pas terminée. Autrement, le juge aurait sorti, je ne sais pas si c'est un réquisitoire ou si c'est un acte d'accusation, je ne sais pas, mais l'instruction n'est pas terminée. Donc il faut au moins comprendre comment fonctionne la justice et se mettre à l'heure et au rythme de la justice. La justice a ce site particulier, personne ne lui impose son rythme. Personne. Maintenant, c'est tentant de faire le parallèle entre
la libération de Barthélémy Diaz est sous liberté provisoire. Et il est député. Il est député. Il bénéficie d'une immunité. Mais ça c'est automatique, ça c'est la loi qui le dit, tout député. Mais une immunité est accordée. Quelque part, une immunité, elle est accordée comme elle peut être levée. C'est à la justice de décider pour les besoins de son instruction qui peut être maintenu, qui peut être sous liberté provisoire, qui peut être placé sous contrôle judiciaire. C'est du domaine de la justice. Tout à fait, Seydou Gueye. Alors, pour avancer un peu, alors on voit également que, juste pour terminer avec ce volet, hein, vous avez le gouvernement, ou le chef de l'État a décidé donc de mettre en place un ministère chargé de la bonne gouvernance. Juste pour terminer, ce gouvernement, ce ministère, autant pour moi, qui est dirigé par Abdou Latif Coulibaly. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les Sénégalais, puisqu'on le connaît comme un fervent défenseur de la transparence, principe de bonne gouvernance, et son empreinte sur ces questions dans notre société est une empreinte qui sera indélébile, je le pense. Et Latif Coulibaly, le ministre Abdou Latif Coulibaly, n'est pas un homme qu'on plie ou qu'on tord. C'est un homme qui a sa personnalité. Et ça indique très bien que le concept de gouvernance efficace, sobre et vertueuse est une réalité dans notre pays. Puisque la bonne gouvernance, on ne s'en rend pas compte, est aujourd'hui une des conditions les plus essentielles de notre développement. Dans notre dialogue avec les partenaires au développement, c'est un point d'évaluation très déterminant dans la mobilisation des ressources dont on a besoin pour notre pays. C'est devenu aujourd'hui une figure imposée et une des conditions même de notre développement économique. Donc on l'érige en ministère avec une personnalité comme celle de Latif Coulibaly. Je pense que c'est annonciateur et indicateur d'une volonté suffisamment forte de mettre en œuvre la gouvernance sobre, vertueuse. Et là également, c'est de la cohérence. Nous ne sommes pas peut-être au même niveau de développement que la France qu'on cite souvent pour exemple, ou par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des postes de contrôle de l'action exécutive qui sont confiés à un responsable de l'opposition. Mais confiés à un allié, de surcroît une personnalité éminente, issue de la société civile, identifiée et remarquable pour son combat sur la bonne gouvernance et la transparence, c'est quand même gage de crédibilité pour le gouvernement. Donc, nous ne sommes pas là en train de gesticuler et de dire des paroles en l'air. Nous donnons de la suite à nos idées et nous restons cohérents avec nous-mêmes parce que nous voulons être en phase avec les engagements qui ont été consignés par les Sénégalais comme étant autant d'éléments dont ils avaient besoin pour sortir de ce mode de gouvernance qui était incapable de régler leurs préoccupations et qui leur faisait honte à la limite. Des alliés bien servis dans ce gouvernement au détriment des premiers fidèles de Macky Sall, en l'occurrence peut-être la coalition Macky 2012 ? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Coalition 2012, dans le premier gouvernement, il y avait 4 membres de Macky 2012 qui étaient dans le gouvernement. Madame Aminata Tall est issue de Macky 2012. Oui. Eva Marie Coll Seck, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, le ministre Ibrahima Sall, ils sont de Macky 2012. Aujourd'hui également, Ibrahima Sall s'en va aussi, qui est de Macky 2012. Les autres attendent, ils ont récemment tenu une assemblée générale. Donc, n'avez pas apprécié aussi votre déclaration, on s'en souvient. Vous disiez qu'à l'époque, c'était un peu du passé. Hein. Non, non, je n'ai pas dit ça, il faut être très clair. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Ce que j'ai dit, j'étais dans mon rôle d'un homme politique, puisque je suis un homme politique, de donner un point de vue en disant il y a du bruit qui provient de l'APR sur des revendications de positionnement, ce n'est pas utile pour ce que nous faisons. Et j'ai dit exactement la chose suivante. Je n'ai même pas envie de revenir là-dessus. J'ai donné un point de vue en disant de façon claire, il nous faut faire attention pour ne pas tomber dans les travers de la CAP 21. J'ai dit il faut faire attention. Ensuite, j'ai expliqué en termes de dynamique politique que Macky 2012 était un catalyseur, puisque c'est Macky 2012 qui a qualifié le président Macky Sall au second tour. Mais que Benno Bokk Yakaar a été un multiplicateur. Et qu'il ne me semblait pas une bonne chose, et qu'il me semblait même être
une régression que de vouloir quitter Benno Bokk Yakaar pour revenir à une coalition primaire. Mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais coalition primaire, ça veut dire première. Une déclaration qui a suscité également aussi beaucoup de polémiques. Jean-Paul Diaz n'a pas apprécié votre sortie. Ah oui, non, mais c'est sa liberté. Moi, Jean-Paul Diaz, c'est un homme politique que je respecte. Et à la limite, je n'entretiendrai jamais une polémique avec Jean-Paul Diaz. Et je me sens aussi honoré qu'une déclaration alimente le débat. Et que le président Diaz réagisse par le communiqué de son parti. Ça fait partie du débat politique. Notre débat politique ne peut pas être uniquement un débat structuré dans une forme rhétorique qui est contestable. On blâme le pouvoir quand on est dans l'opposition et on fait l'éloge du pouvoir quand on est au pouvoir. Les Sénégalais ne veulent pas ce type de rapport avec eux. Je suis un homme politique, je l'assume. Je débat avec les camarades de mon espace, mes alliés, mes partenaires et les camarades de parti. Je peux avoir des débats. En tout cas, certains pensent que vous avez été mandaté par Macky Sall. Non, absolument pas. C'était juste une façon de préparer les gens, donc pour vraiment dire, bon après on va se passer de vous. Le président Macky Sall est suffisamment courageux pour annoncer lui-même des choses qui sont du domaine de sa propre responsabilité. Quand il annonçait son intention d'élargir la composition du gouvernement, il l'a fait, il n'a envoyé personne. Quand il a pris la décision de procéder au remaniement, il a travaillé en toute sérénité, en toute détermination, guidé uniquement par sa compréhension de l'efficacité d'une action gouvernementale, posant ses propres critères pour le choix des hommes qui devront l'accompagner dans cette mission. Est-ce que nous n'allons pas vers l'éclatement de cette coalition parce que des mots durs ont été sortis juste après la publication de la liste de ce nouveau gouvernement, des qualificatifs en disant que Macky Sall, l'homme qui mangeait ses amis, Macky Sall, un tueur froid, tout ça? Ça, c'est la titraille de la presse qui voit. C'est des points de vue des premiers alliés. Mais nous allons dans le débat. Nous irons dans le débat. Ces questions-là sont des questions dont il faut débattre en profondeur, autant dans le cadre de notre parti que dans le cadre de nos alliances. N'avez-vous pas un sentiment de trahison? Non. Vos premiers alliés qui vous ont accompagné jusqu'à ce que vous soyez qualifié au second tour et après vous décidez de se passer d'eux, même si c'est vrai que bon, ils ne sont pas tellement représentatifs. Attendez, je vais tenir avec vous une comptabilité d'épicier. Oui, allez-y. Je viens de citer 4 ministres dans le gouvernement qui sont issus de Macky 2012. Mais vous trouvez autant de députés à l'Assemblée nationale qui sont issus de Macky 2012. Vous trouvez des chefs de parti de Macky 2012 dans l'espace présidentiel, comme ministre conseiller ou comme conseiller. Vous retrouvez des chefs de parti de Macky 2012 à la tête de conseils de surveillance ou de conseils d'administration. Vous en retrouvez à la tête d'agence et vous en retrouvez dans l'administration centrale au poste de directeur. Donc le président Macky Sall n'a pas jeté ses alliés. Mais la seule chose qu'il faut dire, nous ne sommes pas ensemble pour accéder aux ressources ou les partager. Nous sommes ensemble pour accomplir une mission. C'est clair. Ah, parce que lors de l'Assemblée générale également, ils avaient tous dit que Macky Sall était devenu plus ou moins pas injoignable, mais bon, que Macky Sall leur avait tourné le dos. Une Assemblée générale, semble-t-il que vous avez participé? Absolument pas. Non. Je n'y étais pas. Mais vous avez eu écho quand même de cette rencontre? Oui, j'ai suivi dans la presse. J'ai même été dans l'ordre du jour ou en questions diverses. Non, vous avez été à l'ordre du jour. Hein. Mais en tout cas, ils ont exprimé une position, j'ai exprimé une position. Nous sommes des partenaires, nous sommes membres de la même coalition et on a un débat politique entre nous. On a un débat politique. Mais est-ce que ces alliés ne méritaient peut-être pas beaucoup plus de considération? Mais il ne manque pas de considération. Les alliés de Macky 2012 sont considérés, je viens de ils disent qu'ils sont relégués toujours au second plan et c'est pas normal, après avoir joué les premiers rôles. Mais on a tous joué les premiers rôles. Que dirait l'APR devant une telle attitude? Que dirait l'APR? Il faut sortir de cette culture et de cet esprit qui dit « nous nous donnons ça, nous nous fait du tout ». Je pense que c'est important à prendre en compte, mais ce n'est pas le plus déterminant quand on vise l'efficacité dans l'action. Mais est-ce que l'APR est suffisamment solidaire pour aller seul? Parce qu'on voit que c'est une façon peut-être pour Macky Sall de tenir un peu ses alliés, histoire de les maintenir jusqu'aux prochaines élections. Mais les alliés, ils sont avec Macky Sall par conviction.
Macky n'a pas besoin mais est-ce que l'APR est un parti solide? L'APR n'est pas un parti solide. Est-ce que c'est un parti assez robuste, installé un peu partout, un parti qui peut gagner quelque chose? Mais en tout cas, l'APR est un parti suffisamment massifié pour permettre au président de la République de gagner une élection présidentielle avec une contribution non négligeable. L'APR peut gagner une élection? Il a gagné l'APR, le président de l'APR est devenu le président de la République. C'est 2012 qui s'est qualifié au deuxième tour. Oui, le président de la République. Benno Siggil Sénégal, si vous voulez, ou Benno Bokk Yakaar vous a permis d'accéder à la magistrature suprême. Mais si vous jouez à la comptabilisation des résultats, mais je pense qu'il faut prendre en compte ceci. L'Alliance pour la République est une réalité politique dans notre pays. Et déjà dès l'élection de 2009, dès les élections législatives de 2009, parti sous la bannière Dekalngor, puisque le président Macky Sall était dans Benno Siggil Sénégal. Et dans différentes localités, il n'y a pas eu d'accord avec Benno Siggil Sénégal. Et Benno Dekalngor a présenté des listes composées du NP, le parti de Mahmoud Saleh, et de l'Alliance pour la République et de l'UFN, l'Union des Forces Nouvelles, de Ibrahima Badiane. C'était ça la coalition Dekalngor. Et dans certaines localités, en jonction avec des structures de société civile, c'est ainsi que nous sommes partis aux élections. Dekalngor était présente dans 84 localités. Elle a eu à peu près 20 à 22 collectivités locales gagnées. Et en son temps, j'avais fait une conférence de presse pour dire que l'Alliance pour la République est l'artisan d'un nouvel ordre électoral. Cette dynamique n'a pas été interrompue. C'est un parti qui s'est massifié dans tous les coins et recoins du Sénégal. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que l'APR c'est juste Macky Sall? À part Macky Sall, il n'y a personne d'autre. Derrière, c'est le désert total. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Vous-même, vous n'avez même pas plus besoin que je vous réponde puisque vous avez les réponses. Je suis en train de vous dire que l'Alliance pour la République est une réalité politique. Mais les vous venez de citer. Il y a Mbaye Ndiaye, il y a ABC, mais voilà. Mais deux également responsables qui, je peux dire aussi, n'ont rien gagné dans la localité lors des dernières élections. Mais ils sont, vous savez, une élection présidentielle, c'est une élection qui se joue sur une seule circonscription. C'est l'étendue du territoire national. Donc on ne peut pas mettre sur le compte d'un responsable particulier la victoire dans une élection où le coefficient personnel du candidat est déterminant également. Mbaye Ndiaye battu même lors des locales aussi, on s'en souvient. Mais ça c'était... Aux Parcelles Assainies. Mais aux Parcelles Assainies, Mbaye Ndiaye a été battu aussi. Oui, mais on a gagné dans des localités où on était plus... Moi j'ai été battu à la Médina, au local. Donc ça pose problème alors? Non, j'ai été battu au local à la Médina. Oui. Mais à la présidentielle, Macky 2012 a gagné à la Médina. Parce que c'était Macky Sall. Mais voilà. Donc derrière vous, derrière Macky, c'est le désert. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous venez d'énumérer un nombre important de responsables, sans tenir compte d'autres responsables. Des responsables non moins éminents. Dans leur localité, lors des élections, par exemple locales ou législatives, si vous voulez. Et les locales, c'était il y a 4 ans. C'était à la naissance de l'Alliance pour la République. C'était un exploit même que de gagner après 3 mois d'existence. C'était un exploit. C'était un exploit de gagner. Mais à Saint-Louis, Alioune Badara Cissé n'a pas perdu, puisqu'il était dans la coalition Benno Siggil Sénégal. Il était le premier adjoint au maire. Il a fait campagne avec le ministre Cheikh Bamba Dièye. Après avoir voulu occuper le poste de maire aussi. Hein, c'est légitime. C'est légitime comme ambition. Tout le temps des au final, la décision revient aux conseillers municipaux, ou régionaux ou ruraux, comme elle revient aux populations pour arbitrer entre des ambitions qui sont posées dans l'espace public pour accéder à des missions ou à des responsabilités. Maintenant, puisque vous dites que l'APR est assez implantée, l'APR s'est massifiée, est-ce qu'en 2014, lors des locales, irez-vous seul ou bien ce sera toujours dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar? Mais je ne peux pas discuter de cette question-là, puisqu'elle ne se pose pas. Pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est de consolider cette base sociale large qui est la décision des populations, puisque également l'un des facteurs clés de succès à l'élection présidentielle, c'est aussi l'unité de l'opposition qui a été réalisée, puisque cette question a été en discussion pendant très longtemps dans notre plateforme qui était Benno Siggil Sénégal, où chacun voulait l'unité de l'opposition et on voulait y aller par la candidature unique ou par la candidature plurielle. Mais au final, ce qu'on disait nous au niveau de l'Alliance pour la République et qui s'est révélé juste, vous avez eu vrai surtout, c'est du domaine des populations
qui, devant les choix qui leur sont présentés, se prononcent en donnant à chaque candidat un résultat ou un suffrage qui correspond au niveau d'affection ou de confiance, ou en tout cas de confiance. Mais ce qui compte, c'est que c'est le Sénégal tout entier qui a, comme président de la République, président Macky Sall, il est lié au peuple sénégalais par un contrat de confiance. Et il va travailler à se montrer digne de cette confiance et à honorer l'ensemble de ses engagements. Le président de la République également, dont les Sénégalais attendent beaucoup de lui, les prix des denrées de grande consommation qui continuent toujours de flamber. Bien sûr. Alors que vous avez promis une baisse, mais on voit que rien n'a baissé, tout flambe. Non, il faut être sérieux. Ce matin, j'étais en train de lire justement une... Donc allez-y, énumérez-nous juste quelques denrées qui ont eu à baisser, par exemple. On a eu une baisse au tout début. Et on a traité de cette question ici sur votre plateau avec les représentants de l'UNACOIS justement. Puisque au moins, on peut leur donner autorité sur la matière. La baisse a été réalisée au tout début parce qu'en fait, le système de baisse qui a été mis en œuvre a été élaboré en concertation avec l'UNACOIS, commerçants et industriels du Sénégal, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. Les premières denrées qui ont été ciblées ont été le riz, l'huile, le sucre, je pense. Toutes ces trois denrées également ont baissé. Non. Puisque les prix du sachet du format social, le Ninel, il a baissé. Récemment, les producteurs de l'huile ont voulu augmenter, mais il a fallu donc juste un accord qu'il y a eu entre vous, et pour qu'ils ont maintenu le prix. Le projet d'augmentation a été retiré. Oui. Il y a eu une baisse effective. Le sucre aussi a augmenté. Et le riz aussi, le kilo coûte combien? Non, attendez, 500 je vais vous donner. Le sac coûte dans les 25 000 aussi. Je vais vous donner les indicateurs. Oui. Sur l'huile, il y a eu une baisse sur l'huile en fût et sur le format social. Dans le marché actuellement? Mais dans le marché, je vous disais ce matin, le prix du Ninel est à 300 francs. Mais nous avons fait récemment le marché aussi. Mais tout flambe, tous les prix sont en train de flamber. Même l'essence augmente également. On est dans le contexte de la Tabaski. Et dans le contexte de la Tabaski, c'est de tradition qu'il y ait rareté de quelques denrées, par exemple sur l'oignon et les pommes de terre. On a eu quelques problèmes, puisqu'il y a eu une pénurie de pommes de terre sur les marchés. Mais ça, au-delà de ce contexte, les arrêtés qui ont fixé les prix ont été mis en œuvre. Le ministère du Commerce a déployé son équipe. Ils ont surveillé. C'est vrai que ce n'est pas une baisse, une réduction de 50%, mais nous sommes dans le train. Ce qu'il faut comprendre, cette option de baisse des prix des denrées n'est pas une réponse pour un contexte ou un moment particulier. C'est un objectif politique fort qui va traverser tout le mandat pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, en dynamique. Sur l'essence et les produits pétroliers, vous le savez mieux que moi puisque vous donnez les nouvelles assez régulièrement au journal du soir, mais toutes les 4 semaines, il y a un ajustement et de nouveaux prix. Les nouveaux prix sont sortis le 26 octobre, ils n'ont pas bougé par rapport à la dernière augmentation du mois dernier. Et le mois dernier, il faut mesurer l'effort que l'État a fourni pour contenir la hausse. Puisque ce sont des produits que nous importons. Alors justement sur ça, ils sont sur des cours mondiaux. Je vous donne ces deux chiffres. Il y a quelque chose que les Sénégalais ne toujours pas comprendre. Lors de la présidentielle, juste avant de vous laisser terminer, Macky Sall avait dit que ce n'était pas concevable que l'essence soit moins chère au Mali, alors que l'essence qui va au Mali passe par le Sénégal et qu'au Sénégal, l'essence soit plus chère. Mais vous voulez que je vous donne les éléments? Oui, aujourd'hui, comment expliquer cette situation? Qui vont rassurer les Sénégalais? Oui. Sur la dernière hausse, l'État a consenti un effort à hauteur de 1,5 milliard en renonçant à des taxes et à de la TVA. L'État a supporté pour 700 millions des charges auxquelles étaient confrontés les importateurs de produits gaziers, notamment le butane, pour maintenir la hausse à des niveaux acceptables, sans perdre de vue que sur tout le premier semestre, le prix du gasoil au litre n'a pas bougé. Alors comment expliquez-vous cette déclaration de Macky Sall? C'était juste des promesses de campagne? Elle donne une perspective politique puisqu'il a donné les instructions fermes au ministre de l'économie, au ministre de l'énergie et des mines, qui est en train de travailler à une étude sur la structure des prix des produits pétroliers. Et très bientôt, on devrait avoir des résultats
sur une nouvelle structuration des prix et sur une nouvelle politique d'importation et de distribution du gaz. Je sais que vous n'aimez pas trop bien cette appellation, mais vos détracteurs politiques disent également que Macky Sall fait encore du Wahoret à ce niveau. Oui, non, mais ça, Wahoret, ça c'est du PDS, ça. C'est pas chez nous, ça. Mais le fait de promettre quelque chose, et également qu'on voit le contraire, une fois avoir été élu. Sur cette question, ce que le président de la République a indiqué comme promesse, il a dit, il l'a répété, il convient de revoir la structure des prix des produits pétroliers. Il a donné les instructions pour cela. Et ceux qui sont nos détracteurs, qui ont passé 12 ans à la tête de l'État, doivent connaître les procédures, mieux que nous d'ailleurs, puisqu'ils ont été plus longtemps aux affaires. Et vous avez été avec eux aussi? Oui, on a été. Donc en disant que l'essence également devait être moins chère au Sénégal qu'au Mali, c'est peut-être qu'en le disant, vous en saviez quelque chose, raison pour laquelle les Sénégalais vous ont beaucoup plus fait confiance à ce niveau. Mais on y arrivera. On y arrivera. Présent, on attend. Donc les Sénégalais devront attendre encore pendant combien de temps? Je vais vous dire une chose qui est très claire. On est en train de parler des actions du gouvernement comme si on était en train de tirer un bilan. Alors que dans le contexte actuel, ce qui est le plus significatif, c'est de mesurer et d'évaluer les actes inauguraux qui sont posés, puisque nous sommes au début de la gouvernance. Et les actes inauguraux qui sont utiles à partager avec les Sénégalais, c'est d'abord la fin de l'impunité, ça c'est important, un engagement et une détermination totale à asservir les ressources du pays au profit du plus grand nombre, une volonté très claire d'aider les Sénégalais à affronter le quotidien dans de meilleures conditions en baissant les prix et en travaillant dans cette perspective. Et troisième chose qui me semble importante, pour terminer, c'est le triomphe du projet Sénégal, parce que nous ne sommes plus dans les logiques où toutes les décisions procèdent de calculs politiciens ou partisans. Ce qui importe, c'est d'asservir toutes les ressources au profit des Sénégalais. Donc c'est ça le débat utile, de mon point de vue. Et bon, nos détracteurs, je comprends, ils jouent le rôle. Je vous remercie infiniment. Ils jouent le rôle, puisque dans la démocratie, on a besoin de Jusqu'à présent, les Sénégalais attendent. Ils ont attendu pendant 7 mois et ils n'ont encore rien vu. Mais bon, on va encore attendre pendant combien de temps encore? Ils ont vu, les Sénégalais ont vu. Non, ils n'ont encore rien vu, monsieur le secrétaire général. Puisque les Sénégalais, dans leur immense majorité, sont encore optimistes et ont l'espoir. D'accord, merci. Parce que les actes qu'ils ont vus leur indiquent que nous sommes sur le bon chemin et que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de toutes les initiatives qui peuvent être des initiatives salutaires pour le pays et utiles à l'adoucissement de leurs préoccupations quotidiennes. À la bonne continuation à vous. Nous avons hérité, il faut le dire, de souffrances collectives généralisées. Merci infiniment, M. Gueye. Je rappelle juste que vous êtes le secrétaire général du gouvernement. Par ailleurs, porte-parole de l'APR, l'Alliance pour la République, la formation politique du chef de l'État. Merci donc d'avoir voulu accepter, n'est-ce pas, de vous prêter donc à toutes ces questions. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir de vous recevoir toujours sur le plateau de Par Conviction. C'est un plaisir. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter autant pour moi cette émission. C'est la fin de Par Conviction. Passez de très bons mois en compagnie des programmes de la 2STV.